Bonjour, nous sommes un groupe de trois, Joyce, Sylvie et moi. Pour la création de supports sur les usages du numérique, nous avons choisi de créer un support à destination des étudiants, assistants sociaux et éducateurs d'Ascoria, donc en formation supérieure. Et nous avons souhaité parler de l'intelligence artificielle générative et de son application dans les formations supérieures, donc. Premièrement, nous allons nous intéresser à qu'est-ce que l'IA et quel outil utiliser. C'est ce que Sylvie va vous expliquer. Ensuite, on s'intéressera à l'usage de l'IA pour un étudiant dans son travail, pour rendre ses dossiers et ses évaluations. Pour ses recherches, comment il doit s'y prendre, connaître les bonnes pratiques d'utilisation des consignes, des prompts. Ensuite, on s'intéressera à l'IA ciblée sur le travail social, comment va se développer l'IA dans le métier du social, les limites et les points de vigilance, l'éthique et pourquoi il ne faut pas refuser son utilisation et ne pas oublier de garder son regard critique. Alors, qu'est-ce que l'IA? Le Parlement européen le définit comme tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. L'intelligence artificielle est un domaine scientifique qui consiste à créer des machines capables de simuler certaines formes d'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, comprendre, décider. Autrement dit, c'est un programme capable d'imiter certaines capacités d'un cerveau humain. Concrètement, une IA peut analyser des données, reconnaître des images ou des voix, comprendre du texte ou prendre des décisions. C'est parti. Nous allons voir dans cette première partie la manière dont il faut appréhender l'IA dans ses études. L'IA est un assistant et pas un remplaçant. L'IA ne doit pas être une béquille, mais un outil complémentaire pour faire mieux. C'est un peu comme si vous aviez un professeur particulier à domicile. Mais nous verrons qu'il faut rester vigilant et garder un esprit critique. L'histoire de l'IA ne date pas d'hier. Les premières machines pensantes apparaissent dans les histoires de science-fiction en 1921. La pièce de théâtre Room Universal Robots de l'auteur Karel Capps a mis en scène des machines intelligentes. En 1943, la publication de l'article des scientifiques Warren McCulloch et Walter Pitts a permis d'établir un pont entre la neurophysiologie, la logique formelle et le calcul automatique. Il a ainsi inspiré des générations de chercheurs en intelligence artificielle. En 1950, la création d'un ordinateur à réseau de neurones par deux étudiants de Harvard, Marvin Minsky et Dean Edmonds, avait pour objectif de répliquer ou de simuler l'intelligence humaine dans les machines. Cette même année, Alan Turing a publié le Turing Test, dans lequel il décrit comment savoir si une machine s'approche d'une intelligence humaine. Cette méthode sert encore de nos jours à évaluer les IA. De ce test découlent les fondations de l'IA. En 1954, pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, un programme de traduction automatique qui traduit 49 phrases russes en anglais a été créé. En 1956, durant la conférence de John McCarthy, c'est la première fois que l'on emploie le terme intelligence artificielle. En 1956, c'est l'essor de l'intelligence artificielle. Plusieurs projets émergent stimulés par le début de l'informatique, dont la naissance du premier logiciel d'IA. En 1957, Noam Chomsky, chercheur en linguistique américain, invente des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines. En 1959, Arthur Samuel invente le terme de machine learning, apprentissage automatique, en travaillant chez IBM. En 1965, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique ELISA qui remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est le premier programme qui réussit le test Turing pendant quelques minutes. Années 80 se développent alors les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. En 1989, le français Yann LeCun met au point le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres écrits à la main. Cette invention a été à l'origine du développement du deep learning, apprentissage approfondi. En 1997, un événement majeur marque l'histoire de l'IA. Le système Deep Blue d'IBM triomphe du champion du monde d'échecs, Kasparov. C'est la première fois que la machine a vaincu l'homme. En 1997, la reconnaissance vocale installée sur Windows. Fin des années 1990, début 2000, l'essor du deep learning. Il y a une avancée importante dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont utilisées pour la détection de fraude, exemple sur l'échec. Dernière décennie marque un nouveau tournant vers les améliorations techniques et des performances énormes de stockage. C'est l'ère du deep learning. Ces modèles d'assistants sont aussi appelés des LLM pour Large Language Model. À noter, ChatGPT ne peut avoir un accès au web que dans ses versions supérieures.
Ces bases de données ne sont pas fixes comme un moteur de recherche normal. Il a une logique probabiliste et statistique, c'est pour cela que l'on peut tomber dans des biais, des fausses vérités. Perplexity est un web en temps réel. Il est donc plus précis et ses données sont plus fiables, plus sourcées. Il existe de plus en plus de versions que l'on peut personnaliser en fonction de son travail. Par exemple, il faut compter 10 € pour une version supérieure de Notebook LM, voire 20 € pour les versions Pro. Notebook LM est un RAG, ou Retrieval Augmented Generation, signifie une version de génération augmentée par récupération. Il a besoin de sources, de bases de connaissances pour fonctionner, et à partir de là, il peut vous aider à faire un résumé, une vidéo ou une animation. C'est cette plateforme que l'on a utilisée pour nous aider à créer ce support. Il permet à l'étudiant de chercher par soi-même ses sources, ça peut être aussi ses propres travaux ou entretiens, puis de pouvoir facilement les mettre en forme dans différentes présentations à partir de données fiables. Je reviens sur l'idée du professeur particulier qui va aider à corriger, à débloquer une idée. L'IA peut être aussi un bon outil pour retranscrire un cours rédigé manuellement au format numérique, traduire une recherche en langue étrangère, mettre un cours en podcast pour l'apprendre, créer des exercices, des quiz pour réviser. Par contre, une mauvaise utilisation chez de jeunes étudiants peut être catastrophique lors d'une évaluation sans outil. Car bien utiliser l'IA s'apprend. Afin d'éviter les biais et les hallucinations, Sylvain reviendra plus loin pour expliquer comment on rédige un prompt efficace. Pour rester maître de notre utilisation, voici 4 étapes à ne pas négliger. L'impulsion, le travail généré, vérifier le travail et bien s'approprier le rendu. Nous sommes ici dans la dimension éthique de l'usage de l'IA dans le travail d'un étudiant. L'IA ne peut se substituer à nos décisions personnelles, à notre jugement et à notre réflexivité. Nous sommes les seuls capables de donner du sens à nos mots et à nos idées. Pour définir les hallucinations, je dirais qu'il arrive que l'outil IA hallucine, c'est-à-dire qu'il invente des informations fausses mais présentées de manière très crédible. Enfin, concernant le plagiat, on rappelle que l'Éducation nationale, dans son cadre d'usage de l'IA en juin 2025, considère que sans autorisation préalable de l'enseignement et sans être suivie d'un travail personnel, son utilisation est considérée comme une fraude. Elle est assimilée à ce titre à l'intervention d'une tierce personne ou à la reproduction non signalée de contenus existants. De plus, un point de vigilance, en raison de leur manque de fiabilité, l'utilisation des logiciels de détection de contenus générés par l'IA n'est pas recommandée, car elle pourrait pénaliser à tort un élève. Il s'agit ici donc de la carte mentale des chartes de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale concernant l'IA. Elle clarifie l'usage de l'IA dans le parcours étudiant. La carte mentale met en avant les points clés suivants. Pour les grandes écoles, l'accent est mis sur la souveraineté numérique, l'interdiction de l'IA en examen et l'obligation de transparence. Il faut citer l'IA pour tous les travaux rendus. Pour l'éducation nationale, il s'agit du respect strict du RGPD, c'est-à-dire la protection des données à caractère personnel. L'interdiction aussi pour le professeur d'imposer la création de comptes personnels pour les élèves sur des IA grand public et la définition de la fraude comme un usage sans effort d'appropriation personnelle et sans autorisation de l'enseignant, qui équivaudra à une triche. Pour notre formation DEASS à Ascoria, il va y avoir une adaptation des règles au secret professionnel, c'est-à-dire l'interdiction de saisir des données sur les usagers. L'utilisation de l'IA comme levier de réflexibilité pour l'analyse de pratiques et l'intégration obligatoire d'un outil de positionnement pour les épreuves écrites. Il s'agira donc sous forme d'un tableau qui viendra détailler l'utilisation précise de l'IA au cours du travail à évaluer. Donc il s'agira de démontrer qu'on a utilisé l'IA pour la structuration du plan, par exemple, ou l'aide au brainstorming, à la synthèse, à l'orthographe et rédiger des parties. Donc, il s'agira d'être transparent et ainsi de vérifier ses contenus. Pour terminer cette partie sur l'usage de l'IA dans ses études, on rappelle que l'étudiant et futur AS est responsable de ses écrits. Donc, c'est une charte éthique du travailleur social numérique avec 4 points. Le bouclier de données, je garantis un anonymat
totale, je ne partage jamais de données sensibles ou personnelles avec une machine. Et la vigilance absolue, je pars du principe que l'IA peut se tromper, je vérifie chaque fait, chaque statistique et chaque source scientifique. Le copilote et pas le pilote, j'utilise l'IA pour stimuler ma réflexion ou structurer ma pensée, mais je reste l'unique rédacteur de mon devoir. Enfin, l'honnêteté intellectuelle, j'assume l'utilisation de l'IA et je la cite en toute transparence dans mes rendus universitaires. Donc, on préserve les données recueillies, on questionne les réponses et on croise les informations. On continue de développer donc ses compétences, ses connaissances, c'est ce que rappellent les grandes chartes des grandes écoles. On cherche à étudier mieux. L'IA peut nous aider à corriger son style, à s'exercer, à chercher du vocabulaire plus rapidement, à traduire par exemple. On améliore la qualité de son travail. Donc, en conclusion, le bon usage est de partir de son intelligence. Dans cette deuxième partie de l'utilisation de l'IA générative dans le cadre pro du travail social. Donc, on l'a nommé l'artisan augmenté, guide pratique et éthique de l'IA générative en travail social. Donc, je vous invite dans ce cadre à consulter le Zoom sur le travail social et l'IA, paru le 16 avril sur le site de la Source par les documentalistes Ascoria. Le lien est dans nos sources. Nous allons voir en quoi l'IA générative peut être un outil d'appui pour l'assistance sociale, mais qu'il ne s'agit pas seulement de faire du copier-coller et de ne pas se déposséder surtout de sa posture professionnelle. Il s'agit donc de continuer à se questionner, de rester en confidentialité avec l'usager et de ne pas tout déléguer à la machine, sans quoi on entre dans une dépendance technologique dangereuse. Donc naviguer entre technophobie et technophilie par le discernement professionnel. Il s'agit donc d'éthique et de déontologie, donc c'est les lignes rouges. L'utilisation de l'IA doit s'inscrire dans le respect des valeurs fondamentales du Haut Conseil du travail social. Et également, à droite, vous voyez la transparence, l'IA Act, il s'agit d'une charte européenne. Donc tout d'abord, la dignité et l'autonomie. L'IA peut aider techniquement, mais elle ne doit jamais décider à la place de l'humain, ni réduire l'autonomie du professionnel. Le secret professionnel, donc sur la gauche, une vigilance absolue. Il ne faut jamais rentrer de données nominatives ou confidentielles dans une IA publique, type ChatGPT, car ces informations sont intégrées dans son corpus d'apprentissage. Enfin, la transparence, donc comme je vous disais, l'IA Act, donc au niveau européen, les usagers doivent être informés si une IA a été utilisée pour produire un document les concernant. La non-discrimination également, il faut faire attention aux biais algorithmiques qui peuvent reproduire des stéréotypes sociaux ou de genre. Plus, à savoir, tout contenu produit ou assisté par une IA doit être explicitement signalé, par exemple en disant rédaction assistée par IA. Les personnes accompagnées doivent être informées lorsqu'un système d'IA a contribué à un document ayant une incidence sur leur parcours, type projet personnalisé ou rapport éducatif. Donc cette image explique les consignes pour maîtriser un prompt. Donc c'est la méthode active, donc pour gagner en efficacité. On peut gagner environ 15% en efficacité. Donc nous allons voir comment ici émettre une consigne afin d'éviter toute incertitude, les biais de langage ou de compréhension. C'est la qualité du prompt qui conditionne la performance de l'IA. Donc la méthode active peut être utilisée dans le désordre. Donc A comme action. Donc action c'est quoi? Donc, dans ce qu'on demande à l'IA, c'est une synthèse, une mise en forme, un résumé ou un chapitrage. C'est comme contexte, dans quel contexte je suis, le domaine social, dans quel travail, je suis dans un dossier d'étudiant en sociologie. Le T comme tonalité, c'est le style que je veux, pour quel public qui va recevoir ce travail, scolaire, enfant, plutôt ludique ou adapté. I comme identité, quel rôle doit avoir l'IA? Je précise encore pour compléter le contexte, quel rôle je veux qu'a l'IA? Donc, qui je suis quand l'IA écrit? Je suis un étudiant, un professeur, un sociologue, chercheur par exemple. Et enfin, le F comme forme. Le titre, le nombre de pages que je veux, le paragraphe, diminuer le paragraphe ou plus
plus de lignes, si je veux un sommaire. Ici un exemple d'utilisation avec un résultat sur une phrase toute simple. Donc l'exemple à gauche, donc généré par l'IA, l'enfant est triste, et retravaillé, reformulé par l'assistant social, l'enfant baisse la tête et pleure lorsqu'il évoque son école. Donc on voit la différence avec l'ajout d'émotion par exemple ou de subjectivité. Donc une fois le résultat obtenu, il s'agit de retravailler en relisant avec son esprit critique sa capacité clinique d'assistant social dans ce cas, reformuler, repenser si besoin par ses expériences et ses observations. L'IA m'a aidé à trouver une structure, à corriger ma syntaxe, mais j'ai mon propre style, la mémoire de mes ressentis, leur expression, l'IA ne les a pas. Bien entendu, une personne qui préfère développer ses propres écrits ne sera pas forcément aidée par l'IA, elle peut être déçue du rendu. C'est seulement un outil d'amélioration, de perfectionnement et de gain de temps. Elle reste dépourvue de toute intentionnalité ou de compréhension réelle des situations sociales. Ça ne doit pas remplacer ce pourquoi on est compétent, notre capacité d'analyse, de raisonnement, de mémorisation ou d'écriture. D'où bien connaître l'outil pour bien en apprécier les qualités. Ici une étude tirée d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est son président Joël Rioux qui a écrit un article dans Vie sociale, le numéro 52, sur l'intelligence artificielle au service de l'assistance sociale du travail. Donc sur ce graphique, on voit donc bien l'augmentation de la disponibilité de l'assistance sociale, donc avec un gain de 20 points entre avant IA et après l'utilisation et l'automatisation de certaines tâches, donc il gagne 20 points, donc qui peut mettre en permanence sociale. Donc je l'ai vu aussi dans mon projet ZAP avec mes collègues au SAVS d'Argwed, où le directeur se sert de l'IA pour faire des synthèses d'entretien et donc lui aussi gagner du temps. Mais également j'ai vu des questions des assistants sociaux avec qui j'étais en stage au premier semestre, avoir l'envie de faire des formations utiles dans l'application de l'IA pour savoir l'utiliser et ne pas tomber dans un usage caché. On appelle ça le shadow IA, et caché et approximatif, bien entendu. Donc l'automatisation, c'est quoi? C'est éviter une surcharge de travail, de faire disparaître des tâches administratives et énergivores. Ainsi, l'assistant social peut se concentrer sur des problèmes plus complexes. C'est par exemple la transcription audio des entretiens réalisés avec les bénéficiaires et en proposant systématiquement un résumé des échanges réalisés que peut vous faire une IA. Également en traitant tous ces mails assez rapidement, bien sûr en reformulant derrière ou en ayant une appréciation subjective. Également, c'est en identifiant les besoins et les préoccupations des bénéficiaires et en proposant des informations pertinentes pour assister l'assistant social. C'est également une automatisation des veilles sociales, donc des nouvelles recherches, des rapports sociaux. En fait, ce qui reste, du coup, c'est la relation d'aide et l'évaluation personnalisée. Tout cela est à développer avec des outils internes, bien entendu, et adaptés au travail social et, si possible, des outils souverains, donc européens ou internes à l'entreprise. Donc ici, on parle du secteur social qui doit s'emparer des outils de l'IA pour sécuriser les pratiques et savoir répondre aux usagers concernant l'IA. Les associations de protection de l'enfance, qui sont beaucoup engagées dans l'expérimentation, réfléchissent déjà à automatiser les tâches administratives et éviter l'usage clandestin des professionnels. Adrien Guilloni, dans son livre « L'IA, un outil pour le travail social, manuel pratique et éthique à l'intention des professionnels », rappelle par exemple que ChatGPT ne respecte pas la législation réglementaire. Il recommande l'utilisation de logiciels basés en Europe, comme Mistral par exemple. Il faut aussi penser à l'impact environnemental des GAFAM. Par exemple, les data centers consomment l'équivalent, ont une empreinte carbone qui est l'équivalent de l'ensemble du transport aérien. Il faut réfléchir aussi à la protection des données RGPD car les hébergeurs sont basés à l'étranger. Donc, l'intelligence vue comme une énergie, c'est ce que dit Arthur Mensch, le PDG de Mistral,
c'est une énergie et une ressource qui doit être européenne en fait. On ne doit pas être dépendant de l'étranger. Donc, la dépendance peut entraîner des problèmes pour des raisons politiques et commerciales notamment. Un autre exemple, par exemple, l'université de Rennes a déjà son propre logiciel, Ragaren, qui exploite ses ressources universitaires propres et utilise des plateformes ouvertes, donc européennes, comme Mistral. En tant que futur assistant social, nous ne sommes pas encore exposés, selon les études prospectives, à une déqualification ou à des pertes d'emplois massives dans le secteur social. Mais il faut faire attention donc à la perte des compétences. Il ne faut pas se déposséder de la dimension créative de notre travail, qui est chargée d'émotions, d'expériences, de non-jugement, de compréhension et d'empathie. Enfin, une vigilance cognitive est nécessaire. Il faut préserver son hippocampe, ses capacités d'analyse et de mémoire, en évitant de déléguer toute sa réflexion à la machine, sous peine de subir une forme de paresse intellectuelle qui appauvrirait les compétences de terrain, et donc une déqualification. L'AS devra accompagner les usages qui utilisent déjà l'IA pour leur démarche, les lettres de motivation, la compréhension de courrier administratif, et aider l'usager à en décrypter les biais et les erreurs. L'exemple d'un père qui regarde ChatGPT pour avoir les résultats d'une évaluation IP, par exemple. Nous devons être au courant de l'avancée technologique, ne pas être dans une technophobie. Il faut être curieux. Enfin, comme le disait notre intervenant sur le numérique, Monsieur Le Gac, les assistants sociaux traitent la complexité, ce que l'algorithme ne fait pas. Alors Sylvie, est-ce que cela t'a convaincu d'utiliser l'IA pour tes prochains travaux? Oui, mais pour continuer de développer nos neurones et nos capacités cognitives, n'oublions pas de continuer à lire, à rechercher par nous-mêmes, à échanger entre nous. Oui, et nous avons la chance d'avoir à disposition ce lieu de savoir, la source, il ne faut pas l'oublier.